Alors, bonjour, on est en compagnie aujourd'hui de Charlène, ici Jonathan Léger-Raymond pour Ayurveda Révolution. Alors, Charlène, on est entre nous, oublions nos auditeurs. Je te dis bonjour. Bonjour Jonathan. Alors, comme ça, tu es revenu d'un périple en Inde, un périple qui t'a amené en Inde, qui aujourd'hui te fait retourner au Québec. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à aller séjourner en Inde? Vraiment l'envie de vivre une cure ayurvédique. C'est ça faisait déjà un moment que je me renseignais sur l'Ayurveda, que c'est une médecine qui me fascine par beaucoup d'aspects. Du coup, j'avais aussi envie d'aller sur place pour vivre l'expérience traditionnelle de la médecine indienne, aussi me décentrer un peu de la médecine occidentale, voir autre chose. Et puis, il y avait l'aspect, c'est ça, médical de la cure ayurvédique, puis il y a aussi l'aspect beaucoup plus spirituel et que j'avais envie de découvrir aussi sur place. C'est tout ça qui t'a amené à te déplacer jusqu'à l'autre bout de la planète? Oui, oui, puis vraiment l'envie aussi d'aller goûter la tradition en fait, de recevoir des soins dans le respect de la tradition. Puis c'est quelque chose, moi, que j'ai aussi envie pour une part, de transmettre. Donc avant d'en être là, j'ai aussi envie de goûter ce que c'est pour pas déformer en fait, pour rester fidèle c'est ça, aux traditions. Je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Donc déjà de recevoir avant de pouvoir transmettre et donner, c'était aussi une des raisons. Alors, tu as goûté quelque chose qui est vraiment une passion commune à nous deux, l'Ayurveda traditionnel, les panchakarma, d'aller au bout de cette médecine-là, d'aller voir jusqu'au bout de ce qu'elle peut nous offrir. Donc, on s'est connus, nous, dans le contexte de l'Ayurveda, à travers des consultations, des formations. Ensuite, j'ai su que tu partais, puis j'étais très intéressé par ton expérience. J'ai visité un certain nombre de centres de panchakarma, j'en surveille quelques-uns, j'en chapeaute un, entre autres. Mais pour moi, c'est quelque chose je suis encore curieux de voir, bon, qu'est-ce qui se fait, qui réussit à rassembler tous les éléments gagnants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments gagnants à rassembler pour une cure. Je suis pas certain que j'aime beaucoup ce terme, mais enfin, une cure qui va fonctionner. Puis aussi, donc, lorsque tu m'as recontacté, tu m'as partagé certaines difficultés parce qu'on avait parlé précédemment de la partie après, comme quoi on peut être fragile, comme quoi on peut être sensible, d'éviter de voyager de suite après le panchakarma si possible. Mais puisque c'est des longues durées aussi de traitement, mais parfois on a un temps limité à l'étranger, donc ça peut être difficile. Donc toi, tu as vécu quelques difficultés au retour dont tu t'attendais pas nécessairement, ou tu n'avais pas peut-être perçu l'ampleur de prime abord. Oui, c'est intéressant, juste pour revenir sur le terme de cure ayurvédique. J'utilise moins panchakarma depuis que je suis partie en Inde aussi, parce que le médecin là-bas, en fait, voulait pas parler de panchakarma parce que pour lui, il y a aussi un aspect touristique qui vient avec, duquel il est un peu fâché puis il se détache. Ah ben là, ça me plaît. Là, on se rejoint, moi puis lui. C'est ça. Et c'est pour ça que j'utilise plus d'accord. cure ayurvédique maintenant, parce que aussi, en fonction du temps que tu vas avoir là-bas, moi je suis restée un peu plus d'un mois, mais il ne pourra pas forcément passer par les 5 étapes du panchakarma. Alors il va ajuster en fonction de ton corps, de tes besoins aussi, de la pathologie que tu viens soigner. Puis c'est ça. Du coup, il ne garantit pas que ça va être un panchakarma, ça va vraiment s'ajuster au jour le jour en fait. Donc j'utilise moins panchakarma maintenant. Ouais, c'est ça, parce que ça peut être, c'est que les gens arrivent avec une attente, puis en fait, il faut qu'ils se qualifient pour pouvoir faire un panchakarma autant dans le temps, mais aussi au niveau de leur trajectoire de santé. Ça demande certaines, bref, c'est une question qui est complexe, mais qui doit être soumise à l'expertise du médecin. Et souvent, puisque on répond à une demande, c'est sûr que quelqu'un qui a traversé la moitié de la planète pour suivre un panchakarma, on veut répondre à sa demande. Mais je pense que les médecins, les bons médecins essaient de se garder une marge. Différentes personnes réagissent différemment, mais les bons médecins essaient de se garder une marge de manœuvre pour se dire, wow, peut-être que j'oserais pas aller jusqu'au bout d'un panchakarma avec cette personne.
Donc, on veut réduire les attentes, mais en même temps, on veut pas décevoir. Les Indiens aussi n'aiment pas dire non. Tu l'auras remarqué, mais... Ben, ils le disent pas, mais ça se fait pareil. Oui, c'est ça. Il y a une façon délicate de dire non. On va repasser aussi sur la cure que tu as suivie comme telle. Mais au retour, qu'est-ce que tu te serais souhaité, toi? Qu'est-ce que tu aurais souhaité comme contexte ou comme accompagnement supplémentaire pour bien vivre l'après Panchakarma? Déjà, j'ai quand même eu vraiment de la chance dans ce retour d'être encore accompagnée par le docteur, parce qu'on a quand même fait des consultations à distance, puis par une femme aussi là-bas qui faisait vraiment le lien avec le médecin, qui m'a aussi beaucoup aidée dans les traductions aussi, très concrètement, mais qui faisait aussi tout le lien avec la culture et les docteurs et l'équipe soignante là-bas. Et donc, j'ai vraiment été soutenue déjà par le docteur, mais par donc cette femme aussi avec qui je suis toujours en contact et on s'écrivait quasiment tous les jours, même pour des moments de baisse de morale ou de découragement. Donc ça, c'est une chance, parce que ça m'a vraiment aidé à traverser les phases. Mais c'est ça difficile au retour, c'est... on m'avait dit avant de partir, finalement, le mieux, comment dire, là où c'est le plus important de la cure, c'est pas tant le vivre les traitements que l'après-cure, en fait, quand tout le corps reprend de nouvelles habitudes, le feu digestif se rebâtit aussi, parce que le corps est vraiment mis comme en fragilité, en vulnérabilité après la cure ayurvédique. Et donc, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était l'étape la plus importante, mais entre le dire et puis concrètement, qu'est-ce que c'est, j'avoue que j'en avais absolument aucune idée. Et c'est sûr que rentrer après un mois de cure, 20 heures de vol, rentrer au Canada avec un choc thermique énorme, puis j'ai terminé la cure la veille de mon départ aussi, donc j'étais encore vraiment dedans. Donc il y a eu plusieurs confrontations. Déjà, physiquement, en fait, j'étais hyper faible. Puis j'ai eu vraiment du mal à comprendre les limites de mon corps. C'est comme... J'ai essayé de prendre des marches de 5 minutes et 5 minutes, je revenais complètement épuisée, à plat. Donc ça, déjà, comprendre les limites, écouter mes limites, ça a été confrontant, en fait, parce qu'elles étaient très faibles. Je ne savais pas exactement pourquoi non plus. Je n'avais pas compris que tout était à rebâtir aussi à ce point, puis que ça demandait autant de temps. Donc c'est ça, il y avait le côté physique, il y a aussi vraiment le côté, j'en parlais, mais c'était une de mes envies en allant en Inde, le côté plus spirituel aussi de ma recherche, en tout cas de là où j'en étais dans mon développement à ce moment-là, c'est que je reviens différente, mais je ne sais pas l'expliquer encore, je sais pas ce qui a bougé, je sens que ça a bougé, mais je ne sais pas ce qui a bougé. C'est aussi dur de connecter avec les amis à des moments, de partager ce qu'on peut vivre en fait, parce que ça se partage pas en fait, ça s'imagine, enfin, ça se partage pas, oui, mais ça comme tout comme c'était difficile pour toi d'imaginer quel genre de faiblesse, quel genre de reconquête du feu digestif il devait y avoir à la fin du Panchakarma, ça peut être difficile d'imaginer. On peut expliquer avec des mots, mais c'est difficile d'imaginer une expérience vécue. Donc, en plus d'être un peu vulnérable, d'être un peu déstabilisé, tu te retrouves un peu seul avec une équation un peu bizarre, là. Oui, avec waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette révolution à l'intérieur? Puis il y a aussi le rythme en fait. Ça a été, je pense, le plus confrontant pour moi au retour. Tout va vite, tout allait trop vite pour moi. Puis comme je le disais, c'était important de trouver cet espace de calme et ça a été aussi comme un choix conscient et tous les jours renouvelé de le préserver, en fait, de mettre en place des choses dans ma routine. Je pense par exemple au yoga le matin, au fait de me lever aussi à 5h30 parce qu'en revenant, il y a aussi des traitements à prendre le matin, donc à 5h30. Puis le temps de prendre les traitements, de faire le yoga, de préparer la nourriture pour la journée, c'est ça demande aussi de faire ces ajustements et de se laisser la place de les faire. Puis c'est quelque chose qui a demandé une grosse réorganisation dans ma vie, pour le mieux aussi, mais c'est des nouvelles habitudes à prendre. Mais c'est sûr que
on vit pas forcément dans un contexte en Occident où ça laisse la place à prendre le temps comme ça, en fait. Même juste aller dans la rue, c'était trop vite pour moi, en fait. C'est drôle, mais je marche beaucoup moins vite depuis que je suis revenue de l'Inde qu'avant aussi. Je prends plus mon temps, puis ça se traduit aussi dans ma démarche. Et c'est quelque chose pour moi qui est hyper important pour réussir à sentir aussi ce qui se passe, mais d'ailleurs tous les changements, et physiques et plus profonds, mais aussi pour être capable d'avancer dans mes projets, de penser ce qui est bon, de sentir ce qui est bon aussi, en fait, de me laisser ce temps-là. Et ça, c'est vraiment, encore aujourd'hui, ma grande priorité, en fait. Et à des moments, je me fais rattraper par la vie aussi, par le mouvement de la vie, puis j'embarque et ça me demande de me recentrer, de me réaligner et de remettre en pratique ce que j'ai pu, les routines que j'ai pu acquérir en Inde. Et ça a été difficile aussi, en fait. Donc encore une fois, j'ai vraiment eu la chance d'être accompagnée dans tous ces questionnements, cheminements par l'équipe soignante là-bas. Mais c'est vrai que je le ferai, j'envisage de retourner en cure ayurvédique l'été prochain, justement, parce que une cure, c'est un cadeau qu'on se fait pour sa santé. C'est sûr qu'après, quand il y a des problèmes de santé plus profonds à traiter, c'est bien d'avoir plusieurs cures. Puis là, le médecin m'a proposé de venir 4 fois, on verra. Mais pour l'instant, je vais y retourner l'été prochain. C'est déjà beaucoup. Oui. D'y aller 2 fois. Oui. Oui, mais je suis curieuse d'aller plus loin, en fait, aussi. Okay. Parce que j'avais aussi beaucoup de barrières mentales. La première cure, puis beaucoup de peur. Et je suis curieuse de voir ce que ça donne en étant un peu plus familière, entre guillemets, avec les traitements, puis en étant plus déposée aussi. Puis c'est sûr que le retour, je vais l'envisager différemment, là, pour le coup. Je vais l'envisager avec au moins 3 semaines. En fait, c'est vraiment conseillé de prendre au moins 3 semaines pour s'en remettre, pour arriver, en fait, après la cure. En tout cas, c'est ce qu'on m'a conseillé là-bas. Puis moi, 4 jours après, je reprenais le travail parce que j'ai maximisé le temps sur place aussi. Oui, c'est sûr. Ouais. Anciennement, le panchakarma, il durait 60 jours. OK. Ah oui. Mais la période de récupération... Non, la période de récupération était supposée être de 2 fois plus longue que la période de cure. Donc, si c'était 60 jours, la période de récupération, c'était 120 jours. Ça fait une demi-année. Oh, wow. Ceci dit, c'est le temps que j'ai mis. J'ai mis 6 mois pour récupérer, en fait. Il y a qu'au mois de juin, je me suis dit, ça y est, je retrouve mon énergie. Après, je me suis vraiment pas aidée non plus dans mon retour, là. Donc, ça aurait pu être plus rapide, je pense. Mais ça me surprend pas, en fait. C'est tellement un bouleversement aussi pour le corps. C'est pas recommandé nécessairement de ne rien faire, de rester alité, mais l'idée, c'est que la personne, elle puisse suivre absolument son rythme, qu'elle s'éreinte d'aucune manière, qu'elle puisse... Puis bon, c'est un contexte théorique. Ensuite, il y a la pratique, puis je suis certain que à quelconque époque aussi, il y a eu des limitations. Mais parfois, pourquoi pas prendre... il y a des gens qui prennent une année sabbatique, pourquoi pas prendre une demi-année. Puis le panchakarma, pour rappeler aux gens, c'est pancha, c'est 5 actions, karma. C'est 5 soins purificateurs en Ayurveda, ce qui veut dire c'est des soins qui sont un petit peu plus difficiles pour le corps. Il y a les soins pacificateurs ou apaisants, shamana. Il y a les soins purifiants, shodhana. Et le panchakarma encadre, c'est un peu le squelette du panchakarma, c'est 5 soins shodhana. Mais aujourd'hui, bon, ça devient un peu galvaudé. Il y a la quête, il y a à la fois la quête de faire le panchakarma complet. Moi, dans ma position, c'est ayant fait le panchakarma complet avec les 5 procédures, je comprends que le tout est plus que la somme de ses parties. Je comprends, avec mon mentor, on avait vu qu'on pouvait accommoder à peu près presque toutes les situations pour faire les 5 karmas, mais ça reste qu'il faut assumer cette responsabilité-là en tant que médecin ayurvédique en Inde. Ça reste que là, est-ce qu'on est dans un souci de performance ou est-ce qu'on est... Donc, il y a toutes ces questions-là à recadrer.
Donc, c'est un peu le contexte là, de ce qu'est le panchakarma. Donc, c'est une forme de cure, mais il y a aussi il y a des aspects de désintoxication, il y a des aspects nourrissement aussi. Une chose que moi, je déplore qui me manque justement en Inde, puis qui je pense, a été progressivement évacué dans d'autres sphères de la société, c'est justement cet accompagnement-là. Tu mentionnais la partie spirituelle. Est-ce qu'il y avait une forme d'accompagnement spirituel à travers ton panchakarma? Parce que je sais que c'est pas forcément, ça vient pas forcément avec de nos jours. C'est plus des médecins ayurvédiques qui font des soins. C'est vu plus comme presque mécanique, malgré que ce soit dans un contexte culturel qui est ouvert à toutes sortes d'autres dimensions. Là. Toi, qu'est-ce que tu as observé de ce côté-là? Mais moi, je suis partie dans un contexte aussi spécial où, comme je le disais, j'ai contacté une femme, Manuela, qui a fait en tout cas, une de ses activités, c'est vraiment de faire le lien entre les médecins là-bas et la culture, justement, parce qu'elle a vécu plusieurs panchakarma, elle vit en Inde, elle connaît très bien la culture, puis c'est un peu ce qu'elle déplorait comme toi, en fait. Oui, Manuela m'a beaucoup accompagnée aussi sur cette voie spirituelle, puis à entendre mes besoins, en fait. J'ai pu faire des séances de Joy Tish là-bas, mais comme elle a vu qu'on était aussi très ouvert à ça, ben, moi, mais aussi quelques autres personnes qui étaient présents à la cure, on a eu la chance aussi d'avoir des cérémonies faites en notre nom pour la guérison. Donc ça ouvre un aspect spirituel énorme, en fait, aussi, parce que ça fait complètement partie des traitements ayurvédiques. Et c'est sûr que je pense pas que si j'étais partie seule sans l'avoir contacté avant, juste avec mon échange avec le médecin, j'aurais pu bénéficier de tout ça. Donc, j'ai eu la chance aussi d'accéder à cette clinique justement parce que elle a cette quête de trouver quelqu'un qui respecte vraiment la tradition, qui va pas faire de compromis parce qu'on est des Occidentaux aussi, qui va pas faire de fioritures, entre guillemets, voilà, c'est ça, qui est vraiment fidèle au traitement. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aller dans cette clinique-là. Donc, Manuela m'a vraiment permis aussi d'accéder à ce côté spirituel. Mais sinon, c'est sûr que je te rejoins, ça pourrait être un manque. Parce que vivre la cure, finalement, ça peut laisser quand même assez démuni, en fait, de vivre la cure avec juste le côté technique, sans avoir tout l'aspect spirituel, soin, mais aussi, on avait la chance, nous, il y avait un temple à côté, donc c'était aussi... Ce que moi j'entends aussi par le niveau spirituel, c'est beaucoup ce que la personne, elle vit elle-même dans son contexte, parce que il y a les temples, il y a les prières, on peut participer aux prières en Inde et tout. Mais ce que Manuela semblait, puis c'est intéressant parce que c'est aussi une occidentale, donc ce qu'elle semblait remplir comme manque, si on peut dire, ou si manque il y a, c'est vraiment un support un peu plus moral. Bon, il y a la barrière linguistique qui peut parfois, bon, c'est difficile de se comprendre, donc c'est difficile d'aller dans la subtilité. Mais j'ai observé que même lorsqu'on pouvait aller dans la subtilité, c'est pas que puis Dieu sait que l'Inde, pour moi, est une source d'inspiration spirituelle, mais c'est pas que les Indiens manquaient de spiritualité, mais bien que je crois qu'ils avaient l'habitude que les gens qui allaient les voir étaient déjà dans une optique spirituelle, puis avaient déjà un accompagnement spirituel dans leur vie. C'est-à-dire qu'en Inde, on trouve de l'accompagnement spirituel. Ça peut être le sadhu du coin, ça peut être une personne qui fait le jyotish et tout. Puis bon, anciennement en Ayurveda, le jyotish était pratiqué systématiquement avec la pratique ayurvédique. Donc, d'après moi, il y avait comme un mandat à ce moment-là. Il y avait une espèce de mandat pour la personne qui est soignante, d'aborder aussi les aspects parce que là, ça ouvre avec l'astrologie à des aspects plus subtils comme l'accomplissement de soi, les relations avec la famille, nos ambitions, notre nature spirituelle, des choses comme ça, nos particularités spirituelles. Et puis, je pense que ça c'est encore, je dirais, servi par différentes personnes dans la structure de la société indienne, de sorte que quand la personne elle arrive devant le médecin, ce qui lui manque vraiment, bon, les gens sont plus ou moins bien accompagnés, mais ce qui lui manque vraiment fondamentalement, c'est OK, ben là, rendu là, quelle plante je vais prendre ou quels soins je vais faire. Ou donc, ensuite, lorsque l'occidental arrive, ben on peut rejoindre leur spiritualité si on la comprend. Eux, ils sont très ouverts, sauf que eux, comment venir nous chercher dans
les particularités, les chemins, les difficultés de notre âme, nos réalités intimes. Moi, j'ai pas eu ce contact-là, même avec des gens que j'avais un très, très bon contact de cœur à cœur, mais de là à dire qu'ils connaissaient intimement mon vécu, puis ce que, comme un ou une thérapeute pourrait faire avec moi ici, ça, je l'ai pas vécu. Puis le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne combler cette zone-là, si on veut, je pense que ça peut vraiment aider. Puis ça confirme un peu là où j'en suis arrêté en Inde, c'est que je me disais, bon, on y est presque, là. Tout est là, il y a le temple, il y a tout, il y a comme un bar ouvert où on peut aller se servir, mais au début, on ne sait pas comment faire. Au début, si on sait pas, on connaît pas le bar, ben, on ne pourra pas aller se servir un drink à notre convenance. Donc, on est un peu comme, bon, il y a tout ça devant nous. Est-ce que ça reflète, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce que je raconte? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, complètement. Mais honnêtement, je peux pas imaginer même ce qu'aurait été la cure sans le support émotionnel de Manuela, en fait, à côté, parce que ça lève aussi... On salue Manuela. Oui, évidemment. Mais non, mais parce que ça vient vraiment, comment dire, bouleverser aussi émotionnellement, en fait. Tu sais pas ce qui va émerger de ce qui se passe. Puis, comme je le nommais, on a rigolé avec le médecin, mais je suis arrivée dans un tel état de nervosité au début parce que ça fait 20 ans que je suis en contrôle de la maladie, parce que ça me demande de faire confiance à une nouvelle médecine, des personnes que je connais pas, une culture. C'était ma première fois en Asie aussi, donc une culture que je connais pas, où j'ai plus aucun repère. Fait que je suis arrivée, oui, assez anxieuse de comment j'allais réagir à la cure ayurvédique. Et le médecin m'a directement proposé des Shirodhara, en fait. Et en général, il propose 5-6 Shirodhara d'affilée. Bon, bah, moi, j'en ai eu 20, en fait. Donc, wow! la moitié de ma cure. 20, imaginez-vous, qui peut se payer ou a le temps de faire 20 Shirodhara en Occident? Mais en Inde, on peut. Oui, bah en même temps, c'est des soins tous les jours, en fait. Ça, c'est un programme de soins tous les jours. Donc, le Shirodhara, ça incluait dans d'autres soins, les Abhyanga. Mais donc ça disait aussi un peu, parce que c'était devenu quand même une blague entre nous, parce qu'il réévaluait à chaque jour, puis à chaque jour il me disait on va continuer le Shirodhara. Donc je pense qu'il y avait quand même certaines anxiétés sur avec une certitude renouvelée. Définitivement. C'est le bon chemin. Encore le dernier jour, j'en pouvais plus du Shirodhara. Le Shirodhara, c'est le filet d'huile sur le front qu'on balaie de gauche à droite. Ça semble très ésotérique, là. On peut dire les chakras, machin, les glandes maîtresses, le cerveau gauche, cerveau droit. Mais, waouh, la magie est dure à décrire, hein, difficile à décrire. Ça te faisait effet au moins, le Shirodhara, ou c'est seulement le 20e qui a fonctionné? Non, ça faisait effet, mais je pense qu'il y en a eu autant aussi parce que il y avait des choses à travailler, en fait. Puis, ouais, et puis en fait, au-delà de l'anxiété, je pense que je suis aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Puis bah, le Shirodhara venait justement ramener aux sensations et lâcher le mental aussi, quelque part. Ça nous amène dans des phases Theta pour information. Donc, on est entre le sommeil et l'éveil. Parfois, est-ce que tu t'endormais, toi, on peut s'endormir parfois, là? Là, j'étais vraiment relaxée à la fin. Au début, pas vraiment. Parce que c'est l'idéal, d'être prêt. Tu dors pas, mais pas loin. Oui. Mais était-elle réveillée? Est-elle endormie? Comment dire? Le dernier Shirodhara, je remontais pas les escaliers pour aller à ma chambre. Il m'a vraiment fallu 1 heure pour remonter les escaliers. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ouais. Donc tout ça pour dire que oui, particulièrement dans cet état-là, aussi moi le support émotionnel a été essentiel. Puis c'est aussi ça a été pour ça que j'ai mis du temps avant de partir en cure ayurvédique aussi, parce que je voulais partir seule. Je voulais vivre cette expérience aussi pour moi, mais j'avais vraiment à cœur aussi d'être accompagnée dans les émotions que ça allait me générer, parce que c'était aussi ma première fois en Asie, puis c'est ça, je voulais au moins avoir quelques repères. Et honnêtement, si j'ai bien compris, tu as été introduite au centre où tu es allée par Manuela. Ouais. Donc c'est comme ça. Donc c'est un contact personnel, si on veut,
ça, c'est bien d'avoir un contact de confiance qui nous mène à cheminer vers un endroit. Mais elle a son site internet aussi, à Manuela, qui s'appelle Ayursadvik pour pouvoir la contacter. On mettra le lien dans la vidéo pour... de toute façon, c'est certain que les gens vont nous le demander si on ne le fait pas. Donc, ça a été, donc, tu as eu cet accompagnement-là que tu avais, dans le fond, un peu prévu, ou qui avait mené même, on pourrait dire, à ta cure. Oui. Dans la cure, tu as fait, je crois, 4 des 5 procédures ou 3 des 5 procédures du Panchakarma. Oui. Tu as fait le Virecana, la purgation induite. Oui. Il y a juste on avait Abhyanga tous les jours avec la sudation aussi après. Ouais. Ça, c'est les soins apaisants. Est-ce qu'il y avait le Nasya, bien sûr, j'imagine? Ça, c'est quand même assez un peu plus facile que les autres à exécuter et à recevoir. Et puis la spécialité du docteur là-bas, c'est les Vastis. Donc, les Vastis, ben oui. Donc ça, c'est des injections rectales pour le public, c'est des énémas. Mais c'est très doux comparativement aux techniques de lavement rectal, où déjà le mot lavement colle pas au concept en même. C'est plus des histoires d'absorber par les voies rectales. C'est aussi toutes les voies réflexes qu'on appelle, ou toute l'innervation qui est très importante à ce moment-là. Mais il y a même des études qui démontrent que à cause de leur préparation, la façon qu'ils vont passer le mortier, je fais le geste, ils vont réussir à créer des nanoparticules. On voit, les études démontrent vraiment la présence d'une quantité de molécules des plantes médicinales qui se retrouvent directement au cerveau de cette façon-là. Donc, c'est plus c'est pour apaiser le principe du mouvement, Vata. C'est difficile à concevoir comme ça. Bon, ceux qui sont familiers avec toute l'innervation de l'intestin, tous les liens avec le cerveau peuvent concevoir un tant soit peu, mais on ressent, moi en tout cas, je ressens une espèce de calme particulier. Il y a la présence de la médecine qui va pénétrer dans le corps, il y a tout ça. Donc, ça, c'est un peu pour le contexte. Donc, toi, comment tu as vécu ça, ces choses-là? Est-ce que d'abord, on a certaines inhibitions, là? C'est pas tous les jours que... ça dépend des gens, mais c'est pas tous les jours qu'on insère quoi que ce soit dans cette zone-là. C'était confrontant pour moi au début. En même temps, je reconnais aussi que le médecin, il va avec beaucoup de douceur, puis connaît aussi les réticences qu'on peut avoir en tant qu'occidentaux. C'est pas une pratique nécessairement courante. Puis pour moi, c'était aussi la première fois. Donc, il y a aussi toute une phase de préparation où il y a des petits vastis à chaque jour, en fait. Hein, on en a eu pendant 30 jours. Mais après, qui prépare justement le corps au plus grand vasti, au Kashayam Vasti, là où il introduit vraiment la médecine. Et c'est sûr que là, l'accompagnement émotionnel, il prend vraiment aussi toute sa place parce que je pense que c'est là aussi que j'ai vécu la première fois à quel point le mental peut amener de blocage, en fait. Parce que j'étais tellement... c'était vraiment compliqué pour moi, et la pratique, mais aussi le rapport au corps, à l'intimité. C'est comme quelque chose d'assez différent en Inde, de complètement différent en fait même. Et c'est ça, la pratique, je la trouvais confrontante au début. Puis j'ai réalisé qu'en fait, avec ce discours-là, je bloquais énormément, puis que mon corps n'était pas capable de recevoir le vasti, en fait, ou que justement j'avais des douleurs parce que je me crispais. Et quand j'ai commencé à changer mon état d'esprit, ou en tout cas mes pensées, puis en discutant avec Manuela aussi, ça m'a beaucoup aidé. Là, en fait, j'ai senti, mais vraiment pendant le Vasti d'ailleurs, j'ai senti le déblocage instantané de « Ok, c'est bon, en fait, ça fait plus mal et ça passe, puis j'ai confiance. » Tu avais des douleurs? J'ai jamais entendu parler de douleurs à ces procédures-là. C'était au niveau du bas-ventre? Ouais, c'est que ça remonte quand même vraiment loin dans les intestins, parce que les vastis un peu plus... Il y a des petits vastis, puis il y a des vastis qui sont vraiment quand même plus conséquents. Ceux à l'huile, puis ceux avec les bonnes quantités de décoction. Ouais. Et donc, pour les Kashayam. C'est ça, pour les Kashayam Vasti, c'était... moi, en fait, je sentais que ça bloquait vraiment. Mais en même temps, c'est ce que je te dis, c'est que ça... Est-ce que ça poussait comme, par exemple, un effet comme de rétention, puis là, ça poussait comme cet effet de rétention?
Ça, puis je me Ah oui, sentais ça, quand même vraiment... C'est une sensation bizarre de sentir quand même complètement pleine à l'intérieur, puis de dire, mais toute l'huile va pas passer, en fait, c'est pas possible. Là. Mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est aussi que je résistais beaucoup à ça. Le premier Vasti que j'ai fait, je suis revenue dans la chambre en disant, Manuela, il est hors de question que je continue cette pratique. Et puis bon, le médecin aussi était vraiment présent pour en parler, expliquer. Donc j'y suis quand même retournée le lendemain, puis de toute façon il n'était pas question d'arrêter pour moi. Puis en fait, chaque jour est différent aussi. Chaque journée est différente, donc le lendemain ça s'est super bien passé. Et puis bon, j'ai aussi accepté, et puis c'était le mantra pendant les 30 jours en Inde. Une journée à la fois, Charlène. On ne sait pas ce que demain va réserver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va soulever comme émotion. Donc, pour le coup, accueillir au moment présent a été vraiment important aussi. C'était un des mantras. C'est normal et une journée à la fois. Je ne sais pas si on s'en était parlé probablement dans les formations et tout, mais dans mon livre à moi, au risque de me répéter, mais bon, c'est notre réalité, une réalité commune à plusieurs d'entre nous. Je sens qu'on travaillait vraiment au niveau des Avaroda dans cette cure-là. C'est-à-dire que ce qui t'a le plus impacté ou ce que tu dénotes en ce moment, c'est les Shirodhara qui agit beaucoup sur l'inconscient. Mm-hmm. Puis les Avaroda, c'est tous les blocages, les traumas, les rétentions, les enfermements, l'espèce de chape du mental, de souffrance, d'adaptation à ce monde qui va trop vite, justement, qui nous enserre et qui finit par nous... stress qui finit par nous gagner. En travaillant le Shirodhara, là, ça travaille, parce que ces stress-là, ces traumas-là sont ancrés profondément dans l'inconscient, ils émergent dans le conscient, dans ma façon de considérer les choses. Donc, en travaillant le Shirodhara, on va vraiment toucher l'inconscient, mais aussi avec le corps. Le corps, c'est aussi quelque chose par lequel on peut réussir à percevoir l'inconscient. Puis il y a un bandha, il y a une fermeture importante au niveau rectal. Il y a 3 fermetures. C'est celle qu'on utilise lorsqu'on veut pas aller aux toilettes. Il y a aussi un bandha au niveau du plexus, puis il y en a un au niveau de la gorge. En yoga, on travaille ces 3 bandhas-là. On peut les utiliser pour des exercices et tout. Donc j'ai l'impression que, puis beaucoup de traumas, je vois qu'ils viennent, bon, on dit que l'intestin, le gros intestin, le côlon, c'est le siège de Vata. Les bastis c'est des traitements qui sont orientés pour traiter justement Vata et le côlon. Donc j'ai l'impression que c'est comme si cette cure-là avait travaillé sur toute cette chape de mentale stressée qui finit par parfois ne plus vouloir partir ou ne plus se désenserrer lorsque la situation le demande. Puis peut-être aussi que ça explique un peu la difficulté du retour, c'est que si une partie de ce schéma d'adaptation-là, puis j'invite ceux et celles qui se sentent un peu perdus dans mon récit, je mettrai le lien vers dans le bas du vidéo vers notre article sur les Avaroda, sur les masques et traumas, mais peut-être aussi que de revenir au pays et là de retomber dans nos schémas d'adaptation, notre façon de s'adapter à la réalité habituelle. Donc ça pourrait être pour ma part, moi, ça va être de m'astreindre moi-même à une espèce à me pousser à continuer, m'adapter, jusqu'à ne plus suivre mon rythme. Et donc, d'être confronté, de vouloir suivre un rythme tout nouveau que tu découvres, tu sais, un peu comme un poussin. Puis après ça, on met le poussin dans le trafic. J'aime bien l'image. Allez, reste zen et fluffy, petit poussin. Donc, c'est comme ça que je lis un peu l'histoire, puis ça me fait voir un peu peut-être pourquoi... puis lorsqu'on perd notre schéma d'adaptation ou qu'on perd cette espèce d'armure qui nous protège et nous enferme à la fois, qui nous permet de s'adapter et nous enferme à la fois, ben, on est d'autant plus vulnérable qu'on doit se construire des nouvelles façons d'interagir avec l'extérieur, de nouvelles façons de se protéger peut-être. C'est intéressant parce que ça apporte aussi, ton regard apporte comme un nouveau jour aussi pour moi sur ce que j'ai vécu, parce qu'effectivement, ça a été beaucoup de blocages à lever. Puis je pense que c'est aussi mon envie de retourner en Inde par-delà, c'est que j'ai aussi envie de passer à la phase, ok, maintenant que ces blocages sont un peu moins présents, c'est pas qu'il y en a plus, mais ils sont moins présents, qu'est-ce que ça donne la cure en tant que telle, en fait, la médecine en tant que telle.
Ouais, ouais, ouais. Comment mon Une fois corps toute peut... l'adaptation aussi à l'Inde, à cette nouvelle réalité, à toutes sortes de pratiques, là, tu pourrais y aller plus Oui. en connaissance de cause, plus franchement. Puis, pour reprendre l'image du poussin, bah oui, Oui. en fait, c'est aussi que c'est un peu déroutant de revenir et de plus savoir où tu te places finalement, ou c'est quoi. Ça demande de vraiment rester à l'écoute de c'est quoi la nouvelle routine. Puis un des thérapeutes que je rencontre m'avait partagé ça. Et me disait, mais reste ouverte à la nouvelle Charlène finalement, à accueillir la nouvelle Charlène. Et c'est vraiment ça, c'est ok, bah en fait, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment, mais juste, je parlais de retomber dans, ça a été un gros travail ça, mais de retomber un peu dans son fonctionnement, ou en tout cas dans mes petits démons là, ben, la difficulté pour moi de m'adapter sur le plan alimentation, ça a été waouh, raide, parce qu'il y a beaucoup de... Déjà parce que j'adore faire des bons repas, j'adore cuisiner, voilà, mais il y a aussi beaucoup de notre vie sociale qui est construite autour de l'alimentation. Et moi, c'était un moment où je pouvais plus manger n'importe quoi, où ça devait être le plus simple possible aussi pour que j'arrive à digérer. Et, et j'étais attirée aussi par plein de déséquilibres ou par plein de choses où je les mangeais et mon corps me... Alors ça, c'était assez intéressant, mais mon corps me disait « Oh non, mais ça se digère pas, en fait, c'est pas bon. » Puis je le sentais directement, j'avais des crampes. Donc ça, c'était un super beau repère. D'ailleurs, c'est quelque chose que je garde aujourd'hui, mais que mon corps me parle et me dise sur des choses... genre le lait d'amande, que je sais pas pourquoi ça passe pas en fait pour moi, mais je l'avais jamais senti avant, parce que tu vis quelque part avec ces malaises ou cette sensation de mal de ventre. Puis là, comme vraiment l'alimentation est rendue le plus simple possible et la digestion aussi est vraiment facilitée, bah, du coup, je découvre ce que ça donne, je redécouvre en tout cas ce que ça donne de plus une bonne alimentation, puis de plus avoir de douleur. Et au retour, bah, c'est ça, c'est que j'étais hyper sensible aussi à plein de choses. Donc je passais mes journées à faire des erreurs en fait. Mais rappelons le contexte. Après le panchakarma, on est un peu affaibli, on est équilibré mais affaibli, on est purifié mais on est un peu comme moi je compare ça à une serviette qu'on vient de laver de toutes les façons possibles, puis là elle est comme un peu toute fripée, puis on la secoue un peu, puis après ça on la laisse sécher au soleil, là, qu'elle est comme un peu... Après elle va on va prendre un petit peu mais à ce moment-là aussi on a le flux digestif. Je connais ce phénomène, mais tu le mentionnais, le feu digestif, on doit le rebâtir doucement. C'est comme si il faut repartir un peu la flamme, mais puis si toutes les conditions sont bonnes, mais il faut à partir de là, un peu comme un bébé, il faut qu'il soit dans un bon environnement pour croître à nouveau. Donc, oui, tu avais des sensibilités, mais elles sont encore accrues parce que suite au panchakarma. Et en plus, on rappelle que là, tu as mangé, tu as vécu dans une certaine température, tu as mangé une certaine alimentation. Là, tu reviens, puis bon, ça fait, je sais pas, quelques mois que tu n'as pas goûté à ceci, que tu n'as pas mangé cela. Ah, tiens, du fromage. Ah, du tiens, chocolat. Du chocolat. Donc, là, il y a un contact... on revient à zéro dans le contact avec ces aliments-là. Tu redécouvres l'effet qu'ils te font, mais en plus, cet effet doit être encore magnifié. Là. Oui, puis il y a aussi le fait que il y a vraiment la dissociation à faire entre ce dont tu as envie et puis ce dont tu as besoin, en fait. Puis moi, j'avais envie de plein de choses en revenant. Mais mon corps le prenait pas du tout, du tout. Ouais. Et ça, c'est aussi un travail que je fais, mais même encore maintenant, en fait, de m'alimenter selon mes besoins. Mais c'est pas... il y a vraiment le plaisir et contenu aussi dans l'alimentation ayurvédique. Hein, c'est pas tout ça que je dis, mais on a plus tendance quand même ici ou dans nos sociétés à se nourrir selon nos envies et pas écouter vraiment ce dont on a besoin. Il y a un truc qui nous manque, que je trouve qu'ils ont beaucoup en Inde, que j'apprécie énormément, c'est que j'ai l'impression que lorsque je déguste leur nourriture ou que j'apprécie leur nourriture, ensuite, il y a un point de rencontre entre mes envies puis la santé. C'est-à-dire que dans la cuisine française, par exemple, on va cuisiner je sais pas moi,
des crustacés avec du fromage puis de la crème, qui est une incompatibilité alimentaire majeure. Ça va être soit très gras ou très... En fait, c'est toujours un peu coupable lorsqu'on se fait plaisir. Mais en nourriture indienne, ce qui me charme autant, c'est que mes envies m'amènent à quelque chose de santé. Au final, je mange santé, puis en même temps, je comble mes fantasmes les plus fous. Donc, là, il y a ça je trouve qu'on pourrait se trouver, nous aussi, des zones soit avec leur nourriture, mais on peut aussi, nous, exploiter peut-être nos plats qui sont à la fois absolument délicieux, mais en même temps... puis dans la facilité des choses, ben, ces plats délicieux-là, ben, si en Inde sont disponibles à chaque coin de rue ou sont cuisinés pour nous, ici, on doit se les construire de bout en blanc. Donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé qui manquait, qui faisait qu'on ne pouvait pas trouver autant de terrain de rencontre entre nos envies puis nos besoins, finalement. Tu sais. Ouais, puis je te rejoins parce que, tu vois, en Inde, honnêtement, à part une fois où je parlais de la culture alimentaire de la France, en tout cas de la région dont je suis originaire, où là, ça m'a vraiment manqué, où j'avais envie de manger des galettes. Et ben, sinon, j'ai eu aucune envie, il n'y a rien qui m'a manqué, en fait. C'était de la nourriture simple, mais comme tu le dis, il y a quelque chose, moi, ça me faisait hyper plaisir parce qu'il y a plein de saveurs, en fait. Parce que la majorité des repas, ils essayent d'avoir les 6 saveurs et les adapter pour les 3 doshas, puis qu'il y a comme plein de petites choses, bon, à part dans les périodes de Vasti, où là, c'est plus diète riz au lait ou riz à l'eau, hein, mais sinon, j'ai pas eu de manque, en fait. C'est plus en revenant ici, où là, je retombais dans la culture que je connais, les habitudes alimentaires, des tentations, en fait, que j'aurais même pas si je les voyais pas, ou si elles étaient pas juste... S'il y avait autre chose pour te soutenir par ailleurs. Ou... C'est ça. Ouais. Donc ouais, ça a été challengeant au retour. Ouais, c'est une des choses que je me dis que lorsque je manque de temps pour moi-même ou que je manque d'énergie, une des choses que j'aurais le plus le souhait parfois, c'est qu'on me cuisine aussi quelque chose. Ouais. Et puis si je suis pris pour cuisiner constamment 3 fois par jour, des fois c'est le fun de pouvoir s'appuyer sur d'autres aussi, puis d'être bien servi au niveau santé, au niveau alimentaire. Après, bon, ça, c'est sûr que j'aime cuisiner. Donc, puis, comme j'avais vraiment le goût d'être dans ma bulle à ce moment-là, j'ai fait quelques heures de cuisine. Ah ouais? En Inde aussi? En Inde aussi? Ou de retour au Québec? Non, plus au Québec. En Inde, de retour au Québec, ouais, tu t'es remise à cette passion de cuisiner, là, ici. Ah ouais, ouais, et puis j'avais aussi envie que ce soit savoureux, envie que ce soit réconfortant, puis des choses que je peux manger. Puis je me suis amusée aussi à passer des journées à observer les cuisinières en Inde et leurs recettes pour pouvoir réappliquer aussi, moi. Donc j'avais envie de pratiquer. Puis je suis revenue avec des beaux plats indiens, justement, en fer pour cuisiner. C'est quelque chose que les gens aiment toujours faire. Puis les Indiens, quand on leur pose des questions, ils vont pas forcément nous montrer, mais si on les questionne, ils vont répondre. Puis à un moment donné, on arrive à leur... Ça a été vraiment bien accueilli, d'ailleurs. Parce que je pouvais pas trop communiquer parce que la langue locale, ça c'est vraiment une langue locale, en fait. On était en tamil, en fait. J'étais à côté de Kozhikode. Ah, c'était au Kerala, donc c'est en malayalam. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une langue, c'est pas un dialecte, c'est une langue. Ouais. Donc bon, on communiquait plus par langue des signes ou, ou par mime, justement. Mais, ça, c'est universel. Oui, c'est ça. Mais ça a été super bien accueilli, effectivement. Ouais. La curiosité d'apprendre. C'est pas le même rapport à l'apprentissage non plus là-bas, d'ailleurs. C'est pas le même rapport à l'apprentissage non plus là-bas. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans la manière d'enseigner, mais il y a vraiment une humilité aussi où le médecin, il était suivi par 4 ou 5 autres médecins formés, diplômés, mais qui étaient tout le temps en discussion avec lui, puis c'est lui qui prend les décisions, puis... mais il y a vraiment un échange, un partage, un respect aussi. Ouais, c'est ça, et une humilité. C'est une clinique où lui, il est le médecin-chef, si on veut, puis il y a quelques médecins qui travaillent là, c'est ça? Oui. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Dont son fils, d'ailleurs. Dont son fils, Oui. La lignée traditionnelle aussi
en parallèle à la lignée académique. Oui. Ah ben merveilleux, c'est toujours plaisant pour moi d'entendre parler de tout ça. Puis aujourd'hui, peut-être pour conclure, qu'est-ce que d'ici à l'été prochain, parce que bon, l'été prochain, tu vas à nouveau plonger. L'été d'ailleurs, t'es courageuse. Quel mois que tu comptes partir? Je pense à ça. Août, ouais, Mois d'août, ok. août-septembre. La fin de l'été, ouais, ça commence à. Il faut que les pluies aient réfléchi un peu parce que Ouais. bonjour la chaleur. Donc, ouais, dans ces temps-là, ça va être un peu plus clément. Il va pleuvoir, mais ça, c'est pas grave parce que de toute façon, Bah, de toute façon, tu sors pas il vaut mieux vraiment pas beaucoup faire non plus. grand-chose. Donc, ça incite à ne rien faire, ce qui est très bien. Donc, d'ici là, quels seraient tes souhaits ou ton focus ou c'est quoi, qu'est-ce que, vers quoi se pose ton regard ou tes intentions à court moyen terme? Je suis très appelée par développer aussi beaucoup plus comme le monde énergétique. Je ne sais pas trop comment le nommer. En tout cas, c'est ça qui me viendrait. Mais je vais entrer en formation de massage thaï en fait là le mois prochain. Ah, fantastique. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre de l'avant, beaucoup de cette sensibilité à l'énergie, et pour moi, mais aussi parce que j'ai vraiment le goût de transmettre aussi. Et que sur le plan thérapeutique, il y a quelque chose qui m'appelle et que j'essaie de définir. Donc, c'est un pas à la fois, mais pour l'instant, c'est plus ce chemin énergétique-là que je veux explorer. Est-ce que tu aurais un conseil à laisser ou un conseil parmi d'autres à laisser à des gens qui voudraient faire éventuellement leur propre voyage, leur propre cure ayurvédique en Inde? Ouais, je sais que c'est se laisser du temps. C'est la première chose qui me vient, mais c'est que par moments, on est contraint aussi. Il y a les réalités du travail, du travail notamment, enfin, en tout cas de la vie quotidienne. Mais vraiment, ce que je vois, c'est qu'une cure ayurvédique, pour moi, et de ce que j'ai vécu, elle prend du sens aussi si on peut laisser au corps le temps de travailler. Puis ça, c'était réévalué à chaque jour, en fait, par le médecin en Inde. Et ça a pris, là où certaines personnes prennent 3 jours, mettent 3-4 jours pour être prête pour un soin, moi j'ai mis 2 semaines en fait, puis c'est correct, c'est comme ça, mais on ne sait pas avec quoi on arrive. Fait que c'est aussi pour ça que le docteur ne veut pas parler de panchakarma, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire en 1 mois ou en 2 mois. Puis d'ailleurs, lui, s'il veut travailler correctement, 2 mois et demi, 3 mois, c'est bien en fait. Donc, ouais, donc, se laisser le plus de temps possible. Ça, je disais, un panchakarma pourrait facilement être 2 mois. C'est se laisser le plus de temps possible, avoir des pas d'attente, être très généreux, laisser arriver avec le moins de je veux qu'il se passe que ceci, cela, puis le plus possible, le plus de jours possible, on les confie au thérapeute, puis lui, il va faire bon usage de... Oui. Il va nous rendre... C'est laisser du temps aussi pour la période de régénération après, de retour, se laisser du temps aussi à ce moment-là pour que ça s'intègre aussi et qu'on retrouve des repères. Souhaitons qu'on puisse s'offrir ça dans notre vie. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour m'offrir de telles périodes dans ma vie, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, j'ai un enfant, je comprends que ce serait moins évident. Heureusement, au moins, l'Inde est toujours aussi abordable. Donc, abordable est un mot faible. Donc, ça nous aide un peu. Les gens doivent cesser de travailler. Par contre, ici, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible. Puis, si on se laisse du temps, on peut laisser la magie opérer un peu plus ou suivre, vraiment prendre le temps de suivre ce qui est présent puis ce qui doit être fait. Oui. Bien, que j'espère que ce conseil sera entendu. Puis merci de partager ton expérience au plus grand nombre. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour cette proposition, Jonathan. Content de te retrouver. Puis on reste en contact pour la suite des choses. Oui. Au plaisir, Charlène. Bye. Au revoir.